Ok, donc dans cette vidéo, on va voir l'analyse des cohortes. Donc c'est un rapport qu'on va retrouver dans la partie Explorer. Donc là, on est sur le compte de démo de Google. Et ici, on a les rapports. Nous, on va aller dans Explorer directement. Si vous découvrez GA4, j'ai fait une vidéo sur les rapports dits standards. Et pour la partie Explorer, j'ai également fait 3 vidéos sur le format libre, l'exploration de l'entonnoir et l'exploration du chemin. Et là, on va voir un autre format qui est l'exploration des cohortes. Pour comprendre exactement ce qu'est les cohortes, c'est un groupe d'utilisateurs qui répond à un critère commun. Ici, on retrouve 2 colonnes avec l'affichage à droite. Ça, c'est les mêmes principes qu'on retrouve dans les autres rapports de type Explorer. À gauche, on aura les segments, les dimensions et les métriques. Dans le champ technique, on a exploration des cohortes. Ça, c'est normal puisque c'est le format que l'on a choisi. Si on veut aller sur d'autres formats, on peut cliquer directement dans la liste déroulante. Ensuite, on a comparaison des segments. Là, ça va être la possibilité de segmenter en fonction des critères que l'on a rajoutés ici. Si on veut importer un critère, on peut choisir plus et ensuite choisir un segment personnalisé ou une référence. Donc là, en fonction des différentes catégories. Ce qui va être d'autant plus intéressant pour nous, ça va être de comprendre les 2 points qui sont juste en dessous, l'inclusion et les critères de retour. Déjà, qu'est-ce que c'est l'inclusion de la cohorte? C'est le critère pour faire partie de la cohorte. Ici, on voit premier contact, date d'acquisition. Ce critère, c'est la création d'une première session. Quand est-ce que l'utilisateur est allé sur le site? Mais on pourrait très bien utiliser un événement spécifique qui est ici, et cela va jouer sur la première colonne. Donc, par exemple, si je mets Add to Cart, donc là, c'est l'ajout au panier. Si vous découvrez les événements liés au e-commerce comme View Item, Add to Cart, Purchase ou autre, j'ai également fait des vidéos sur le sujet. Ici, on voit que la première colonne a changé et du coup, il y a des répercussions par la suite. Donc, les critères d'inclusion, c'est vraiment le point de départ qui va définir quand est-ce qu'un utilisateur fait partie du groupe. Donc, si on revient sur premier contact, on voit que ici, la première colonne change aussi. Les critères de retour, cette fois-ci, c'est quand est-ce qu'un utilisateur continue à faire partie de ce groupe. C'est-à-dire que l'utilisateur est entré dans le groupe grâce aux critères d'inclusion. Maintenant, quand est-ce qu'il continue à faire partie de ce groupe grâce aux critères de retour. Donc là, on voit qu'il y a marqué tout événement. Donc ça peut être tout et n'importe quoi du moment qu'il crée un événement, qui reste un utilisateur actif. Et donc ici, on a la semaine 1, 2, 3, 4. Et là, on peut voir les utilisateurs qui sont toujours dans un critère d'inclusion. Donc à la semaine 0, il y a 11 385 utilisateurs qui ont généré une nouvelle session, qui sont des utilisateurs actifs. Ensuite, ils ont continué de générer des événements. Et on voit qu'au fur et à mesure, ça s'estompe sur le temps, ce qui est normal. La ligne en dessous, eh bien, c'est le même procédé, sauf que c'est pour la semaine d'après, et ainsi de suite. Donc pour les critères d'inclusion et les critères de retour, c'est assez simple. Quand est-ce qu'on fait partie d'un groupe et quand est-ce qu'on reste dans ce groupe? Ensuite, il y a précision de la cohorte, où là, on peut régler par jour, semaine ou mois. Par exemple, si je fais par jour, ça va me lister les données vraiment par jour. Donc je vais me retrouver avec un nombre de colonnes assez conséquente. Donc ça, c'est intéressant si on le fait sur une semaine. Pour ça, il faut changer ici et mettre par exemple les 7 derniers jours. Appliquer. On va laisser précision de la cohorte par jour et du coup on aura ici un tableau qui sera un peu plus digeste. Et si on augmente ici la valeur sur 28 derniers jours, ça sera plus de sens de mettre sur la semaine. Si on met sur le mois, les tableaux seront trop restreints. Là on peut pas lire grand chose, on n'a pas assez de visibilité. Si on met par jour, c'est trop de données, donc il faut trouver un équilibre. On voit que du coup il faut jouer sur le temps ici et sur les précisions de la cohorte pour avoir un rapport qui a du sens et qui soit cohérent et lisible et compréhensible aussi pour les personnes qui regardent ces rapports. Ensuite, si on va dans la partie calcul, c'est la manière dont sont calculées les données. On voit qu'on a standard, glissant ou cumulatif. Donc nous, si on est sur standard, comment se lit le tableau? C'est la manière, on va dire, la plus simple de le lire. C'est-à-dire que les personnes du 13 au 16 décembre qui ont été des utilisateurs actifs, qui ont généré une session, il y en a 11 385. Sur ces 11 385, il y a 599 utilisateurs qui ont généré un autre événement pour la semaine 1. Et ensuite, pour la semaine 2, ces 268 utilisateurs sont des utilisateurs qui proviennent soit de la semaine 1, soit de la semaine 0. Contrairement à une deuxième méthode de calcul
calcul que l'on va voir juste après. Donc il se peut que pour la semaine 4, les 29 utilisateurs qui sont présents ici, on peut être actifs à la semaine 2, mais pas forcément à la semaine 3, ou alors à la semaine 1, mais pas forcément à la semaine 2 et à la semaine 3. C'est pas des étapes, on va dire, qui sont obligatoires. Contrairement en dessous à la méthode de calcul glissant, où là on verra que les données seront beaucoup plus basses, parce que c'est strictement d'une étape à une autre. Et là on voit que ça a descendu, on est passé de 599 à 72, à 7 et à 0. Alors qu'en méthode standard, on était à 268, 124 et 29. Donc c'est ça la réelle différence entre standard et glissant. Comme dans les rapports sur la partie Explorer, si on va dans exploration de l'entonnoir, la méthode de calcul standard et glissant, ça revient à la même chose dans la partie exploration de l'entonnoir pour une option que je vais vous montrer. Donc si ici on va enlever la répartition pour que ce soit plus lisible, et ici on va cocher ouvrir l'entonnoir de conversion, on va voir qu'on a vraiment deux blocs, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer de l'étape 1 à l'étape 2 et ensuite à l'étape 3. Il y a des gens qui peuvent arriver directement à l'étape 2 et d'autres directement à l'étape 3. C'est pour faire un parallèle entre l'exploration de la cohorte et l'exploration de l'entonnoir. On peut retrouver des mêmes principes sur le fait qu'on n'est pas obligé de passer d'une étape 1 à l'étape 2. Ça va dépendre soit ici de ouvrir l'entonnoir de conversion pour l'exploration de l'entonnoir, soit ça va dépendre, si on va dans exploration des cohortes, ici de méthode de calcul glissant ou standard. Donc glissant, on doit passer d'une semaine 1 à une semaine 2 obligatoirement. Et enfin, la troisième méthode de calcul, c'est cumulatif. Donc là, c'est un peu moins évident à comprendre, mais je vais utiliser deux tableaux pour vous expliquer de la manière la plus simple possible. Et je vais utiliser d'autres métriques qui seront beaucoup plus parlantes que les utilisateurs. Ça va être le chiffre d'affaires. Au lieu d'être dans utilisateur actif, ici, on va l'enlever. Soit on peut faire un glisser-déposer du revenu issu des achats, soit on va faire un double-clic. Donc moi, je fais un double-clic en général. Ici, on va avoir le chiffre d'affaires de la semaine 0, 1, 2, 3, 4 pour tous les utilisateurs qui ont rempli le critère d'inclusion, donc ils font partie de ce groupe, et qui ont ensuite rempli les critères de retour. On voit qu'il y a 12 271, 14 384, 15 230, mais comment sont calculées ces métriques, donc ces valeurs? Eh bien en fait, la semaine 1, c'est la somme de la semaine 0 plus du chiffre d'affaires de la semaine 1, mais que l'on ne voit pas dans ce tableau. C'est pour ça que j'utilise un autre tableau où j'ai changé la méthode de calcul, et là on voit 12 257,04 plus 2084,60. En fait, c'est la somme de ces deux cellules qui représentent 14 384,84 $. Donc pour la semaine 1. Et pour la semaine 2, cette fois-ci, ça va être la semaine 1 plus le chiffre d'affaires de la semaine 2. C'est cumulé. Là, si on revient sur l'autre tableau, on voit semaine 2, 845, eh bien, ça nous fait 15 230,64. Donc les chiffres sont OK. On peut faire la même chose pour les lignes d'en dessous. Donc cumulatif, c'est quoi? Pour une cellule, c'est la somme du chiffre d'affaires de cette cellule plus la somme des cellules précédentes. Donc comment on doit lire ce tableau? Ici, les 5,3%, c'est des utilisateurs de la semaine 0. Et ici, les 2,4%, c'est les utilisateurs qui sont venus de la semaine 1 ou de la semaine 0. Pourquoi? Parce qu'on est dans une méthode de calcul standard. Si on est en glissant, ici, on sera à 5,3 et ensuite à 0,6. C'est normal que ça descende plus rapidement, puisque là, c'est strictement d'une étape à une autre. Et ça peut être un indicateur. Pourquoi du 17 au 23 et du 24 au 30, il y a une baisse ici? C'est peut-être en rapport avec la saisonnalité, puisque là, on est dans les périodes de fête. Donc ça va dépendre aussi des produits que vous vendez ou des services, et également s'il y a un rapport avec la saisonnalité. Si vous vendez des maillots de bain, forcément, ça va dépendre aussi sur le temps. On peut également utiliser ici la répartition. Ça, c'est pour comparer en fonction d'une dimension, comme la catégorie de l'appareil. Donc je vais le mettre ici. Et là, on peut voir de la semaine 0 à la semaine 1, quels sont les utilisateurs qui sont revenus et savoir s'il y a plus d'utilisateurs sur tablette, mobile ou desktop. C'est toujours intéressant de comparer des données entre elles ou de comparer des chiffres sur le temps, mais de toujours comparer des dimensions pour en faire des bonnes déductions par la suite. Et un dernier point sur les cohortes, c'est basé exclusivement sur les appareils et pas sur le user ID. Comme on peut le voir dans l'information qui est ici en haut à droite, on voit les cohortes ne sont basées que sur l'appareil de l'utilisateur. Le user ID ne fait pas partie des paramètres servant à leur détermination. Je parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo des user ID, à quoi ça sert, quels sont les avantages, comment les mettre en place, quels sont les bénéfices qu'on peut en avoir par la suite pour nos rapports, pour apporter toujours plus de cohérence et trouver de nouvelles opportunités business grâce aux données. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou alors à me contacter directement sur LinkedIn. Je vais mettre mon lien dans la description
version. Je continue également d'alimenter le Notion, on est quasiment à 60 contenus écrits et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus pédagogiques sur une problématique spécifique liée à la web analyse.